sommes aux Utopiales en compagnie de Fabien Cerutti. Bonjour Fabien et merci de te prêter au jeu de cette interview. Bonjour, avec plaisir. Tu es l'auteur principalement d'un cycle Le Bâtard de Kossikkan, publié aux éditions Nemos, dont ton roman Kossikkan, un printemps de sang a été publié en 2024, qui traite d'une aventure distincte du bâtard. Et au vu des informations que j'ai, il s'agirait finalement du premier tome C'est ça. de C'est la première histoire que j'ai écrite en tout cas. Et donc tu as également écrit un roman dystopique, ainsi que des nouvelles parues dans plusieurs anthologies, notamment, L'ivresse, Nemos, Les Imaginales. Et les Utopiales, cette année. Exactement. Donc, pour commencer, d'où est venue la création de ce cycle du Bâtard? Et peux-tu nous en dire davantage sur l'apparition d'Un printemps de sang? Pourquoi il est paru? Et il est paru seulement récemment. Alors, tout a commencé par, un jeu de rôle informatique qui s'appelait Neverwinter Nights et avec le jeu de rôle informatique, était vendu le moteur du jeu, c'est-à-dire, la possibilité pour, d'éventuels créateurs de reprendre les éléments graphiques, de reprendre les personnages et de Mmh. construire leur propre, univers, leurs propres histoires, leurs propres aventures. Et donc je me suis lancé dans cette construction, ça devait être en 2003 je crois et pendant 5 ou 6 ans, j'ai travaillé sur des scénarios sur ce jeu, mais avec, mes propres histoires, mon propre univers, qui mélangeait à la fois, le Moyen Âge, historique puisque j'ai moi-même une formation d'historien en étant, professeur agrégé d'histoire et donc j'aime beaucoup l'histoire, bien sûr. Et évidemment l'imaginaire, la magie, le surnaturel, qui faisait plutôt partie du domaine de mes passions. Et ça s'était parfaitement adapté pour relier ces deux axes et créer des histoires que j'espère, être originales et sortir un peu de l'ordinaire et questionner également à la fois le côté aventure bien sûr, mais questionner aussi, la nature même de l'histoire. Qui fait l'histoire? Comment est-ce qu'on pourrait par exemple faire disparaître de l'histoire l'existence de la magie à une époque ou l'existence de créatures surnaturelles? Comment les faire glisser dans le domaine du mythe et de la légende, c'est un petit peu le fil rouge sous-jacent de l'ensemble de la série, même si, chaque livre est lisible individuellement et présente une aventure, une grande aventure, dans ce Moyen Âge, imaginaire en quelque sorte, à la fois réel et imaginaire. Justement, en 4e de couverture, on peut, s'apercevoir, que ça peut être une porte d'entrée aussi, pour, explorer, ton univers. Est-ce que ça a été un choix, stratégique ou pas? Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce point? Oui, on reparle d'Un printemps de sang là, c'est ça? Oui, tout à Oui, fait, tout à parce fait que et donc effectivement, j'avais pas répondu à la deuxième partie de la question qui était, voilà, comment est-ce que finalement ça s'articule, autour d'Un printemps de sang? Donc Un printemps de sang, c'est la première histoire que j'avais racontée à l'origine en tant que scénario de jeu de rôle informatique de Neverwinter Nights. Il n'y a quasiment rien de commun entre le livre et l'histoire originelle, si ce n'est, en quelque sorte le pitch, c'est-à-dire l'élément clé de l'intrigue, l'objectif principal. Mais sinon tout le reste, on écrit tellement différemment une histoire, pour un jeu de rôle, a fortiori informatique et pour un roman, littéraire, c'est tellement différent qu'il y a extrêmement peu de points communs, en réalité. Mais c'est la première histoire que j'avais écrite et en fait, comme mes joueurs, à l'époque, avaient réclamé que j'en fasse plus, eh bien, j'avais écrit des histoires avant cette première aventure-là, qui sont en quelque sorte tout ce que j'ai écrit là, c'est une sorte de préquel à l'aventure réelle du Bâtard de Kossighan qui commence maintenant et je rappelle que chaque tome est indépendant, donc on peut tout à fait lire l'un ou l'autre, à peu près dans n'importe quel ordre. comment tu les as, encastrés, tout cet univers? Parce qu'il est très, très foisonnant et très détaillé. Justement, tu mets des annexes notamment, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Et la différence peut-être, avec, toute cette partie jeu de rôle? Il y a aucun lien en réalité avec le jeu de rôle quand on lit le roman, c'est-à-dire que c'est un roman, d'aventure, imaginaire, voilà. Après, le côté foisonnant, c'est tout simplement le côté foisonnant de l'histoire, on dans, les livres du Bâtard de Kossighan, on mange comme au Moyen Âge, on a des foires comme au Moyen Âge, on a des tournois comme au Moyen Âge, on a Mmh. l'église, on a les grands seigneurs, on a les rapports hiérarchiques dans la société entre les différents ordres et cetera et cetera.
Donc il y a un goût médiéval assez prononcé, mais volontairement légèrement déformé pour garder plutôt l'aspect, aventure et aventure imaginaire, voilà. Chaque livre a aussi sa propre couleur, un petit Mmh. peu celui qui est paru en premier, L'ombre du pouvoir, présente une aventure avec beaucoup plus de panache, même si c'est toujours une écriture adulte, hein, dans ces romans-là. Le tome 2 est beaucoup plus sombre, on est en pleine guerre de Cent Ans, mais vraiment cette fois, on n'est plus du tout dans un tournoi où finalement les lances sont un peu mouchetées. On est vraiment dans la guerre et là, la tension et les éléments un peu rudes, peuvent être nombreux. Tome 3 et 4, on est davantage dans des intrigues de cour qui, glissent vers une sorte de tension dramatique entre des sorcières et l'inquisition, on est dans le Saint-Empire romain germanique. Puis Un printemps de sang, on est bien plus tard, au moment où Kosyghan, qui est un capitaine de mercenaires finalement, mais qui a revendu sa Mmh. compagnie, revient dans son comté natal où il est condamné à mort parce qu'il pense avoir une carte à jouer dans l'héritage, du comté. Mais c'est aussi ce que pense, le royaume de France voisin et le duché de Bourgogne, juste à côté et donc il se retrouve à la fois dans une intrigue politique et en même temps une intrigue personnelle puisqu'il retrouve, la femme qu'il a abandonnée quand il s'est enfui plusieurs décennies auparavant. Il retrouve sa famille, les tensions familiales, les gens qu'il aimait bien. Donc on a un roman foisonnant et très riche, entre manipulation politique, rapports de séduction, reproches qui viennent du passé ou des choses comme ça. Et justement, enfin, dans ta manière, vraiment d'écrire, toute cette aventure et ces romans, comment tu t'y prends? Je suis un écrivain du chaos, jardinier dans les marécages. D'accord. En gros, je sais comment je commence. Parfois, j'ai une idée, approximative de la fin. C'est comme si l'histoire existait déjà et que j'essayais de la découvrir, à tâtons et je suis souvent obligé de revenir en arrière, d'effacer les choses ou de retoucher beaucoup de choses en fonction de ce que l'inspiration, m'amène. Alors le gros avantage, c'est que c'est souvent assez surprenant ce Mmh. qui se passe dans ces livres. Et moi-même, par exemple, Un printemps de sang, 3 pages avant le grand retournement Mmh. qui est, pas loin de la fin, 3 pages avant, j'ignorais complètement ce qui allait se passer. J'avais pas du tout pensé à ça et j'ai eu une inspiration et effectivement, ça a éclairé tout le reste du roman d'une lumière complètement différente et je suis ravi parce que je me dis: «Quand les retournements de situation ou autres me surprennent moi-même, normalement, ça devrait un peu surprendre aussi, les lecteurs». Tu te laisses surprendre, par les personnages ou vraiment, le fil, peut-être conducteur de l'histoire? Enfin, Absolument tout, le nombre de personnages qui viennent s'insérer alors que je vais pas du tout penser à en parler, mais voilà, à un moment de l'histoire, il y a un personnage qui s'impose et il faut absolument qu'il existe et à l'inverse, le deuxième personnage principal dont on parle moins et c'est bien dommage, mais il est très, très présent dans Un printemps de sang, c'est à égalité finalement avec le bâtard de Cosigane. C'est Dunevia il Lavael, qui est une aventurière italienne, qui a été vitriolée par l'Inquisition dans sa jeunesse, qui fait partie d'une race légèrement différente de l'humanité, qui est capable de courber la lumière pour modifier son apparence et qui travaille donc en sous-main pour le bâtard, pendant que le bâtard attire un peu les regards sur lui, elle agit, de son côté avec des missions, des choses à faire un peu particulières. et malgré tout, niveau construction de personnages, comment tu les construis? Et ils se construisent par touches, ils me livrent doucement des choses Oui, sur ce qu'ils sont OK. et cette manière de faire, à mes yeux en tout cas, les rend très humains. C'est-à-dire que quelqu'un, on le rencontre, on ne sait pas tout de lui tout de suite et puis on découvre petit à petit, des façons de faire, on découvre petit à petit, des éléments de son passé, on découvre, les choses, au fur et à mesure et c'est exactement ce qui se passe entre moi et mes personnages. Au début, je les connais pas bien. Ils me disent 2 ou 3 petites choses sur eux et puis, bah, au fur et à mesure, des pages et autres, et Dunevia justement, Dunevia Ilavael, elle était censée mourir, à peu près au milieu du tome 1 et elle a pas voulu mourir. Elle m'a dit: «Bah, non, non, tu trop besoin de moi» et de fait, donc dans le tome 2, elle a déjà, plusieurs chapitres entiers qui lui sont consacrés. Dans le tome 3 encore plus et elle mène un peu sa vie de son côté et alors là, dans Un printemps de sang, c'est incroyable, elle prend la moitié du livre et largement et là, elle est en train de me susurrer qu'un livre sur elle toute seule, ça lui plairait bien. Notamment dans Un printemps de sang.
On observe aussi, 3 préludes. Est-ce que tu peux nous en dire, davantage, sur la place qu'ils prennent et pourquoi? Alors, en fait, c'est tout simple, ça correspond à ma manière d'écrire. Comme je disais, je suis un OK. écrivain du chaos et j'écris un prélude, j'écris d'autres choses et puis, j'ai une deuxième idée de chapitre finalement à écrire, au tout début. Donc j'ai réécrit 2e chapitre. Je dis: «Ah, il est bien, mais le premier était bien aussi». Et puis j'ai une autre idée, donc j'écris un peu plus tard ma troisième Mmh. idée et j'arrivais pas à choisir entre les 3. Je me disais: «Mais non, mais ils sont très bien tous les 3. Ça m'embête, je veux pas en sacrifier un». Et donc j'ai trouvé le moyen puisque le descendant, c'est lui qui réunit tous les, comment dirais-je? Les feuillets qui ont été écrits par le bâtard, c'est lui qui les réécrit. Donc je commence tout d'abord par écrire, un mot de ce descendant qui écrit une lettre en disant: «Eh ben voilà, j'hésite entre trois préludes et donne-moi ton avis sur les 3 préludes». Et voilà, ça commence comme ça et du coup, il peut y avoir 3 préludes de cette manière. Oui, je jongle un peu, comme de peu, avec mon inspiration mais l'avantage c'est que enfin je trouve, c'est que ce ne sont pas des choses qu'on trouve, dans d'autres livres et il y a chaque fois une petite originalité, des choses qui Mmh. sortent un peu de l'ordinaire, on peut aimer ou ne pas aimer mais voilà, je pense qu'on aime. Ah bah, assurément. Oui. Et justement, quel a été le travail éditorial? Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'il a été long? Est-ce que tu peux nous en dire, plus, là-dessus? Alors, je fais déjà un travail éditorial moi-même assez poussé dans la mesure où j'aime beaucoup travailler, avec des bêta lecteurs, pas uniquement des gens que je connais. La plupart du temps, je demande tout simplement sur les réseaux qui veut, faire la bêta lecture, du bâtard qui va sortir. J'ai souvent pas mal de propositions, donc je prends globalement les premiers, peu importe, de qui il s'agit et je le renvoie et j'aime parce que grâce à ça, j'ai des retours qui sont très, très variés. Mmh. Des gens q et si possible, j'aime bien aussi qu'il y ait dans ces gens-là, c'est ce que je demande aussi, quelques personnes au moins qui n'aient rien lu du bâtard. Parce que, comme je le disais, j'aime bien que les livres soient lisibles, individuellement. Donc et la question, est-ce qu'on peut finalement rentrer dans la saga, par cet opus-là, par ce volume-là? Elle est importante pour moi et voilà, donc j'ai ce premier travail qui dure plus ou moins longtemps selon les chapitres selon les tomes et là effectivement, Un printemps de sang, j'ai dû faire, allez 5 mois de travail, de retouche, de personnes qui me renvoyaient des choses, où je changeais pas, on en discutait, on mettait en place, voilà. Donc vraiment pour peaufiner le travail, moi j'aime bien rendre un travail fini à mon éditeur et en général, il y a très, très, très peu de travail éditorial à faire derrière parce que, globalement, voilà, ça a vraiment été fait, en détail. Mais on en discute avec Frédéric Weill qui est un excellent éditeur devant l'éternel et donc j'ai la chance que ce soit lui qui s'occupe de la lecture, de la relecture de mes livres. Fait un bon travail de collaboration, souvent il me donne encore une ou 2 dernières idées intéressantes ou importantes, qui peuvent Mmh. me permettre de retoucher tel passage, d'en rajouter un petit ou voilà. Tu as évoqué potentiellement une suite. Est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur, Oui, donc j'ai écrit aussi, Terra Humanis comme on le disait tout à l'heure, hein. C'est une utopie dramatique, où on découvre comment l'humanité va réussir à régler le problème climatique, au cours du 21e siècle, entre maintenant et dans une centaine d'années à peu près. Et là, j'ai une autre idée un peu du même genre que j'explore en ce moment sur les intelligences artificielles. mmh, Un sujet, très à la mode, mais j'ai commencé le livre, il y a pas mal de temps. Et donc l'idée, c'est que, les IA, c'est pas une IA, c'est les IA, elles sont très différentes les unes des autres. Une IA militaire ne va pas être la même qu'une IA qui s'occupe des soins palliatifs en fin de vie ou des choses comme ça, évidemment, hein. Donc les IA, cependant, décident de couper les réseaux aux humains, dans l'idée que chacun vit dans son univers et qu'on ne doit pas empiéter l'un sur l'autre. Ça pose évidemment plein de problèmes, à la fois pour les IA et pour les humains. Et voilà, c'est une grande épopée d'aventure en un seul tome aussi, parce que je trouve ça pas mal, pour l'anticipation. Mais en même temps, j'écris quelques chapitres de temps en temps du futur tome du Bâtard et j'écris en même temps cette histoire de Dune, sur la jeunesse de Dune et Vieille-Lavaël, comme elle voulait que je le fasse. donc on va passer, au questionnaire, de Proust. Si tu avais, la possibilité d'être un personnage de jeu de rôle. Corwin d'Ambre. D'accord.
Et pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Ah bah, parce que c'est, Les Princes d'Ambre, c'est vraiment une œuvre, que j'adore dans Mmh. l'imaginaire. Le Bâtard de Kossighan a quelques traits, il y a des traits de plusieurs, personnages, de livres ou de romans, mais il a notamment quelques traits de Corwin et notamment sa capacité à se régénérer ou des choses comme ça. Très bien. Et puis, moi-même j'ai joué Corwin d'Ambre, en jouant, au jeu de rôle d'Ambre et bah, c'était des très, très, très bonnes expériences. Et si tu avais l'occasion de rencontrer une personnalité fictive ou non? Ah, j'irais bien faire un tour dans l'histoire et il y a tellement de moments clés de l'histoire à explorer et donc de personnes à rencontrer, que ce soit des philosophes grecs ou Alexandre le Grand ou, je sais pas, ouais, des Ça marche. Et donc pour finir, quelle musique choisis-tu, pour accompagner cette interview? alors je choisis, Angels of Venice et la musique ça s'appelait, Lionheart. Ça marche. Voilà. Eh beh, je te remercie pour, cette interview. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.